l'information principale. Il y a plusieurs bonnes réponses, parfois il y en a pas du tout. Et si vous savez pas, c'est pas grave, hein. Le fait de se poser la question et d'écouter l'explication, c'est déjà une bonne chose. Si vous connaissez pas Composer, ben c'est pas grave, comme je vous le dis, écoutez. Si vous connaissez un peu, essayez de répondre, et si vous pensez maîtriser Composer, ben je vais vous montrer qu'il y a des choses que vous ne connaissez sans doute pas, avec une petite référence à Game of Thrones. Donc si vous êtes prêts, on va démarrer. Question numéro 1 sur 63. Non, c'est pas vrai, hein, il n'y a que 23 questions, je voulais pas non plus vous tuer. Donc, qu'est-ce que Composer? Je vais tout de suite activer la question sur Slido. Donc, vous devez la voir normalement. Est-ce que Composer est un framework PHP, un gestionnaire de dépendances PHP, un résolveur de dépendances PHP ou une fonction native de PHP? Pour chaque question, je vous laisserai quelques secondes, une dizaine, une vingtaine de secondes pour répondre avant de vous donner la réponse. Ok, donc il s'agit effectivement d'un gestionnaire de dépendances PHP, mais c'est aussi un résolveur de dépendances. Composer permet de gérer les dépendances et leur version, les dépendances des dépendances et leur version, et ainsi de suite jusqu'à quasiment l'infini, mais aussi de générer un autoloader, on en reparlera plus tard. Comment est né Composer? Je vous active la question sur Slido. Est-ce qu'il est inspiré de NPM? Est-ce qu'il a été développé par Nils Aderman? Est-ce qu'il est inspiré de Bundler? Ou est-ce qu'il a été développé par Jordi Boggiano? Question de culture générale et d'histoire. Mais en fait, ici, les 4 réponses étaient bonnes, hein. Inspiré donc de NPM et de Bundler, développé par Nils et Jordi. La communauté participe à son développement et bien sûr, si vous avez envie d'y contribuer, ben, n'hésitez pas. Toute contribution est bonne à prendre. Quand est sortie la première version de Composer? Est-ce que c'était le 1er février? Une petite seconde. Petit souci technique de mon côté, c'est bon. Est-ce que c'était le 1er février 2011, le 1er mars 2011, le 1er février 2012 ou le 1er mars 2012? Question un peu difficile, mais c'est pas grave. Elle n'était pas très importante. Je voulais surtout vous dire que quand vous savez pas, ben, choisissez la réponse D, c'est souvent la bonne. Comment est-ce qu'on gère ces dépendances sans Composer? Est-ce qu'on utilise Peer? Est-ce qu'on gère ces dépendances à la main? Est-ce qu'on n'utilise pas de dépendance? Ou est-ce qu'on utilise quand même Composer? Mais en fait, on va quand même utiliser Composer, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. Licence MIT, configurable. Et si vous n'utilisez pas du tout de dépendance, ben, soit vous avez réinventé la roue, soit vous n'en avez effectivement pas besoin parce que vous développez un micro quelque chose. C'est quoi le strict minimum pour utiliser Composer? Est-ce qu'il faut installer Composer et puis c'est tout? Est-ce qu'il faut que PHP soit installé? Est-ce qu'il faut créer un fichier composer.config? Est-ce qu'il faut créer un fichier composer.json?
Alors du coup ici c'était un petit peu piégeux, ce n'est pas la réponse A, parce qu'il faut que PHP soit installé sur le système pour pouvoir utiliser Composer. En version supérieure à la 5.3.2, alors j'espère que vous avez une version plus récente que ça quand même. Je vous conseille un minimum la 7.3. Le fichier composer.json est indispensable pour quelques commandes, mais pas toutes. C'est ce qu'on va voir plus tard. Comment est-ce qu'on installe le Composer? Est-ce qu'on utilise un script, composer-setup.php? Est-ce qu'on utilise la commande git install composer, un installateur, composer-setup.exe, ou est-ce qu'il est présent sur tous les systèmes de base? Alors là, il y a deux réponses possibles. Donc le script ou l'installateur, en fait, tout dépend du système sur lequel on se trouve, sachant que l'installateur n'est disponible que sous Windows. Et sachez que vous pouvez choisir à l'installation de l'installer localement ou globalement pour tout votre système. Comment est-ce qu'on initialise un nouveau projet avec Composer? Est-ce que on crée un fichier composer.ini, on exécute la commande composer init, est-ce qu'on crée un fichier composer.config, ou est-ce qu'on peut utiliser toutes les commandes de Composer directement? Alors c'est pas la réponse D, hein. On ne peut pas utiliser toutes les commandes de Composer. Comme je disais, certaines ont besoin du fichier composer.json, mais ce n'est pas le cas de la commande init qui va justement nous permettre d'en créer un de composer.json, puisqu'elle va nous demander dans l'invité de commande les dépendances nécessaires au projet, des informations sur l'application, renseigner tout ça dans le JSON, et puis télécharger les dépendances, générer un fichier composer.loc et mettre à jour l'autoloader. Comment est-ce qu'on installe un projet existant? Est-ce qu'on lance la commande composer update dans un répertoire du projet qui contient déjà les sources? Est-ce qu'on lance la commande composer install dans un répertoire du projet qui contient déjà les sources? Composer install dans un répertoire vide? Ou est-ce qu'on ne peut pas installer un projet existant avec Composer? Alors on ne va ni faire d'update ni d'install dans un répertoire vide. On va lancer la commande composer install dans un répertoire du projet qui contient déjà les sources. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Sachez que pour créer un nouveau projet, vous avez la commande composer create project, qui est un équivalent donc de git clone et de composer install. Un exemple choisi complètement au hasard, composer create project, Symfony, website skeleton, etc. Que contient le fichier composer.loc que j'ai mentionné un petit peu plus tôt? Est-ce qu'il contient la configuration de Composer? Est-ce qu'il contient les dépendances et leur version à gérer, les dépendances et leur version installée, ou les éléments de sécurité du projet?
C'était bien la réponse C, c'était bien les dépendances et leur version exacte installée. Voilà un petit exemple de composer.lock, une partie en tout cas, qui concerne en l'occurrence le composant PHP Unit Bridge de Symfony. Donc il y a le nom du composant, la version et l'endroit où il a été récupéré. Mais encore une fois, c'est la version exacte. Qu'est-ce qu'on en fait de ce fichier composer.lock? Est-ce qu'on le supprime? Est-ce qu'on l'ajoute à son logiciel de gestion de version, comme Git par exemple? Est-ce qu'on fait en sorte qu'il soit ignoré lors des commits push, ou est-ce que ça dépend? Je me doutais que la réponse D allait attirer du monde, mais non, c'est pas ça. La recommandation, c'est de l'ajouter à son logiciel de gestion de version, parce qu'il va permettre à tout nouveau développeur de récupérer les sources de votre projet et d'installer les dépendances dans les mêmes versions que vous, en fait. Il y a certaines équipes qui choisissent de ne pas versionner le fichier composer.lock pour des raisons qui leur sont propres, et de bonnes raisons, j'espère. En tout cas, sachez que quand le fichier composer.lock est absent, comme la commande composer install se base dessus, eh bien, elle équivaut à un composer update parce qu'elle va se baser sur le composer.json. D'ailleurs, il contient quoi ce fichier composer.json? Est-ce qu'il contient des informations sur l'application, des informations sur les dépendances du projet, les versions des dépendances installées, et est-ce qu'il peut contenir des commandes à exécuter? Alors ici, toutes les réponses étaient bonnes, sauf la C, parce que du coup, les dépendances et leur version installée se trouvent pas dans le JSON, mais dans le lock. Le JSON, lui, va contenir les dépendances à gérer, l'endroit où on peut trouver ces dépendances, et d'éventuelles commandes qui vont être exécutées avant la récupération ou après, et plein d'autres informations sur l'application notamment. On en reparlera plus tard. Où peuvent être trouvées les dépendances? Est-ce qu'elles peuvent être trouvées sur un repository local, sur Packagist, sur un repository de type VCS, ou réponse A, B et C? Alors les dépendances peuvent être trouvées presque partout, hein. Donc dans un repository local, sur Packagist, dans un repository de type VCS, et en fait on va indiquer sous la clé repository dans le composer JSON l'endroit où récupérer les dépendances. Donc voilà par exemple un composer JSON fictif. Donc on peut y voir le nom de l'application, sa description, l'endroit où il faut aller chercher les dépendances de l'application, en l'occurrence ici sur GitLab. On peut préciser aussi de ne pas aller chercher les dépendances sur Packagist. Et on peut aussi require des versions de PHP spécifiques, ou des extensions PHP aussi, on verra ça plus tard. Et c'est sous cette clé require que on va renseigner en fait les dépendances nécessaires au projet et une version minimale.
D'ailleurs, parlons un petit peu des versions, donc ce qui est la convention, pardon, on va dire, c'est la convention SEMVer pour Semantic Version, donc euh, excusez-moi, donc un numéro de version qui suit cette convention est composé de 3 nombres. Le premier étant ou représentant les versions majeures, donc qui induisent des ruptures de compatibilité. Le deuxième nombre correspond aux versions mineures qui permettent d'ajouter des fonctionnalités ou d'effectuer des corrections, et tandis que le dernier nombre correspond aux versions correctives qui, elles, ne devraient contenir que des corrections de bugs ou de failles de sécurité. Et donc, dans votre JSON, composer.json, vous avez la possibilité de gérer les versions de vos dépendances de façon stricte ou adaptative. Donc, strict, par exemple, ce serait 4.17.9, et Composer va vous récupérer cette version-là de la dépendance et aucune autre. Vous pouvez lui indiquer un intervalle de version. Vous pouvez lui indiquer une version avec une wildcard, donc comme 4.16.étoile. Dans ce cas, il vous récupère la dernière version corrective de la 4.16. Ou alors, vous pouvez utiliser deux notations très, très connues, celle du circonflexe ou celle du tilde, qui ont quelques petites différences que je vous expliquerai pas ce soir, mais qui s'arrêteront à la prochaine version majeure. Voilà. C'était important que vous connaissiez cette convention. Comment est-ce qu'on peut connaître les dépendances qui ont été installées? Est-ce qu'on regarde dans le composer.json? Est-ce qu'on exécute la commande composer.show? Est-ce qu'on regarde dans le dossier vendor? Ou est-ce qu'on exécute la commande composer list? Alors non, on ne va pas regarder dans le composer JSON, parce que c'est pas parce qu'une dépendance s'y trouve qu'elle a été effectivement installée. Ce qu'on va faire, c'est lancer la commande composer show ou regarder dans le dossier vendor, parce que tout ce qui est géré par composer, enfin toutes les dépendances gérées par composer se trouvent dans le dossier vendor par défaut. Vous avez la possibilité de modifier ça si vous voulez. Et la commande composer show liste toutes les dépendances, sachant que vous pouvez piper ça avec un grep et une dépendance en particulier pour savoir si elle est installée et si oui, sa version. Comment est-ce qu'on ajoute une dépendance au projet? Est-ce qu'on la renseigne dans le composer JSON? Est-ce qu'on l'ajoute directement dans le dossier vendor? Est-ce qu'on exécute la commande composer require? Ou est-ce qu'on exécute la commande composer add? Alors ici, la seule bonne réponse est la réponse C, composer require, qui va ajouter la dépendance au fichier composer.json, installer la dépendance, mettre à jour le fichier composer.lock et mettre à jour l'autoloader dont on reparlera. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter la dépendance manuellement dans votre JSON, mais c'est source d'erreur. Vous allez peut-être corrompre votre JSON. Et puis c'est pas parce que vous l'avez ajouté à votre JSON que la dépendance sera installée, alors que la commande composer require permet de faire tout ça sans erreur. Petite slide pour vous expliquer 2-3 choses, notamment l'option "-dev" qui permet d'ajouter une dépendance sous la clé require dev dans le composer JSON.
donc une dépendance de développement. Et comme je vous disais tout à l'heure, on peut demander à Composer de vérifier et donc d'ajouter sous la clé require qu'une extension PHP est bien installée et activée sur votre système. Comment est-ce qu'on met à jour toutes les dépendances avec Composer? Est-ce qu'on lance un Composer self-update? Est-ce qu'on met à jour la version dans Composer JSON des dépendances? Est-ce qu'il n'y a rien à faire parce que Composer les met à jour automatiquement? Ou est-ce qu'on lance un Composer update? Et question assez facile, hein. Je voulais surtout, donc c'était bien la réponse D, je voulais surtout vous rappeler ce que fait le Composer Update. Donc c'est qu'il va d'abord vérifier si de nouvelles versions de vos dépendances, donc renseignées dans le Composer JSON, sont disponibles, en respectant la version minimale. Télécharger, si c'est le cas, les dernières versions, mettre à jour le fichier composer.lock qui sert au Composer install, mettre à jour l'autoloader. Sachant que vous n'êtes pas obligé de tout mettre à jour, vous pouvez mettre à jour si vous voulez une dépendance en particulier en la rajoutant en argument de la commande. Quand est-ce qu'il faut mettre à jour ces dépendances? Est-ce qu'il faut les mettre à jour de façon régulière, par exemple une fois par semaine, à chaque nouvelle version du projet? Ça dépend, ou jamais, parce que les mises à jour c'est risqué, ça peut introduire des bugs. Alors effectivement, ça dépend, hein. Tout dépend de la phase dans laquelle on se trouve. On peut les mettre à jour de façon régulière et fréquente en phase de développement, ça pose pas trop de problèmes. Par contre, en production, il vaut mieux faire ça lorsqu'on déploie une nouvelle version. Et dans tous les cas, on va, si on dispose d'une CI, la relancer après notre Composer Update pour être sûr que rien n'a été cassé. Quelle différence entre un install et un update dont je vous ai déjà pas mal parlé? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce que Composer Update met aussi à jour Composer? Est-ce que Composer Install crée un fichier Composer JSON? Ou la réponse D? Alors non, Composer Install ne crée pas de fichier composer.json. En fait, il n'y avait aucune bonne réponse à cette question. Je voulais surtout bien vous détailler donc, les différences entre install et update. Donc sachez que le composer.json contient la liste des dépendances souhaitées, le fichier composer.lock les dépendances installées, le install se base sur le lock s'il existe, sinon sur le JSON, le update se base sur le JSON et met à jour le lock. Composer install sert donc à installer les dépendances d'un projet avec des versions exactes, renseignées dans le lock, et Composer Update sert à récupérer les dernières versions disponibles. J'espère que vous retiendrez. Comment mettre à jour l'autoloader? Est-ce qu'on exécute la commande Composer Update Autoloader, la commande Composer Dump Autoload? C'est quoi l'autoloader? Ou alors pas besoin, Composer le fait automatiquement. Alors, je vous parlais depuis le début d'un autoloader que Composer met à jour, de manière automatique, c'est vrai.
sauf dans le cas où vous créez un nouveau namespace. Et à ce moment-là, vous allez devoir rajouter sous la clé autoload de votre composeur JSON ce namespace. Et vous allez devoir exécuter la commande composer dump autoload pour mettre à jour donc l'autoloader avec votre nouveau namespace. Et j'ai un collègue qui se reconnaîtra, qui m'a donné, je trouve, une excellente définition pour l'autoloader que je vais vous lire. Donc l'autodépendance du projet. Est-ce qu'on la supprime du composer JSON? Est-ce qu'on exécute la commande composer uninstall? Est-ce qu'on la garde parce que bah, elle peut servir? Ou est-ce qu'on exécute la commande composer remove? Alors, comme pour l'ajout, hein, on ne va pas le faire à la main parce que c'est source d'erreur. On va plutôt utiliser la commande composer remove qui supprime la dépendance du fichier composer JSON, la désinstalle, met à jour le lock et met à jour l'autoloader. Donc voilà, on ne va pas le faire manuellement. Comment est-ce qu'on modifie un composant tiers? Donc une dépendance qui a été installée par composer mais qui ne fait pas ce que l'on veut. Est-ce qu'on lance la commande composer modify? Est-ce qu'on modifie ses sources dans le dossier vendor? Est-ce qu'on surcharge le composant dans nos propres sources? Ou est-ce qu'on demande au développeur du composant de le mettre à jour selon nos besoins? Alors vous pouvez, si vous voulez, hein, demander au développeur du composant de mettre à jour. Moi j'ai préféré sélectionner comme bonne réponse la surcharge dans ses propres sources. Je voulais surtout vous faire passer le message de jamais modifier vendor. Parce que bah, déjà vendor ne devrait pas être partagé, ne devrait pas être versionné. Donc toute modif que vous effectueriez à l'intérieur ne serait pas récupérée par vos collègues. Et en plus, toute modif serait écrasée lors du composer update. Donc pour ces raisons, si vous avez besoin de rajouter une fonctionnalité à un composant, surchargez-le dans vos propres sources. Et si le composant ne fait pas ce que vous voulez et que la surcharge est trop compliquée à réaliser, c'est peut-être pas le bon composant à utiliser. Essayez de voir si vous ne pouvez pas en trouver un autre. Qu'est-ce qu'on va déployer en production? Quelle dépendance? Est-ce que ça dépend? Est-ce qu'on ne va pas déployer de dépendance parce que l'application est déjà développée? Est-ce qu'on déploie seulement les dépendances qui sont stables ou est-ce qu'on déploie toutes les dépendances sinon l'application ne fonctionne pas? Alors on va pas ni ne rien déployer ni tout déployer. En fait, ça dépend. La recommandation, c'est de déployer une application stable avec des dépendances stables, mais à chaque équipe c'est pratique. Vous pourriez avoir besoin de dépendances encore instables et vouloir partir en production. C'est vous que ça regarde. En tout cas, essayez de déployer quelque chose
de stable au maximum. Et sachez qu'il existe une super commande, donc qui est la commande composer install-nodev pour ne pas installer en production les dépendances de développement qui y sont inutiles, et l'option optimize autoloader qui parle d'elle-même. Quelle est la dernière version stable de Composer? Est-ce qu'il s'agit de la 1.10.7? Est-ce qu'il s'agit de la 1.18, 1.19, ou est-ce que je vous embête? Bon, certains ont l'air de me dire que je les embête, et ils n'ont pas tort. En fait, la bonne réponse, c'est la 2.08 aujourd'hui. Donc la 2.0 hein, qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Je vous invite d'ailleurs à mettre à jour, vu que cette version est stable, grâce à la commande composer self-update. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau d'ailleurs dans cette version 2.0? Voyons si vous avez un petit peu suivi. Est-ce qu'elle a de meilleures performances que la version 1.0? Est-ce qu'elle a une nouvelle option sur certaines commandes, notamment dry run sur require et remove? Est-ce qu'elle a un meilleur workflow? Ou est-ce qu'elle a tout ça et plus encore? Ouais, là, je voulais surtout vous présenter 2-3 nouveautés hein, de la version 2.0. Donc, elle a tout ça et plus encore. Vous pouvez aller voir la liste complète des nouveautés sur PHP Watch, ou même directement sur la documentation de Composer. Une dernière slide avec des commandes bonus. Donc la commande composer. Je mets des points partout, il ne faut pas. Composer list, qui permet de lister toutes les commandes disponibles avec Composer. La commande composer check-platform-rex, qui permet en Composer de lui demander de vérifier que l'application, plutôt que la plateforme sur laquelle vous installez l'application, donc l'environnement, respecte toutes les contraintes de version de PHP par exemple, ou de librairie. La commande composer global, qui permet de dire à Composer d'effectuer une action sur tous les projets qui sont gérés par Composer. Donc c'est assez pratique. Par exemple, ici, on va ajouter le composant var_dumper en dépendance de développement, donc à tous nos projets. Sachez aussi que vous pouvez écourter les commandes, et Composer saura les reconnaître du moment qu'il n'y a pas d'ambiguïté avec une autre commande. Donc Composer rec fonctionne, Composer i pour install et Composer u fonctionne aussi. Vous avez la commande Composer outdated, qui permet de récupérer la liste des dépendances dont une nouvelle version est disponible. Vous pouvez ajouter les options --noscript et dry run aux commandes install et update. Noscript qui va empêcher l'exécution de scripts avant ou après avoir installé ou mis à jour les dépendances, et dry run qui va vous simuler en fait la commande mais qui ne va pas réellement l'exécuter. Et enfin la commande composer clear cache pour nettoyer le cache, et qui peut s'abréger CC. Il y a encore beaucoup de choses à savoir, mais pour le reste, je vous renvoie vers la documentation de Composer. Dernière question bonus, qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation? Est-ce que je suis un speaker de folie? Est-ce que vous avez aimé le format? Est-ce que vous en voulez une autre? Ou tout ça à la fois? Là, c'est pour récolter votre avis, et bon, bien sûr, je vous laisse pas vraiment le choix.
Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous en retiendrez quelque chose. En tout cas, c'est le but. J'avais noté que c'était l'heure de l'apéro parce que je devais donner cette présentation en présentiel et comme vous le savez, à la FUP, tout est suivi d'un apéro. Si vous avez des questions, remarques, suggestions, c'est le moment dans le chat ou sur Slido. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Et je me permets de vous rappeler donc, que nous sommes en recherche de speakers. Alors n'hésitez pas, si vous avez envie de, comme moi, de vous lancer, c'était ma première présentation ce soir, et on peut vous aider si vous voulez à trouver des sujets et à répéter. Voilà, merci. À tout de suite pour répondre aux questions. Bon, du coup, on a eu une seule petite question de Florian qui a été posée. C'est pire par rapport à Composer, ça représente quoi? Alors c'est pas le même outil, hein. On a une différence de plusieurs années entre les deux. Personnellement, je connais plus Composer que Pyr, mais de ce que je sais de Pyr, il va s'arrêter à la récupération d'une dépendance en particulier et pas de ces dépendances. Donc pour chaque dépendance, il faudra manuellement récupérer les autres dépendances, ce que fait déjà très bien Composer en fait. Et je crois pas que puisse faire plus que ça. Je me trompe peut-être. Mais on peut clairement dire que Composer a tué le game, hein, depuis la date à laquelle il est sorti et aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions. On a une petite mention de PECL sur le chat de Twitch. Sur le chat de Twitch, une mention de... PECL. Là, je sais pas trop quoi dire, je comprends pas vraiment la question. J'en vois d'autres sur le chat de Twitch. C'est pas dangereux, l'update pour des dépendances plus maintenues pouvant créer des conflits sur les mises à jour d'autres dépendances. L'update est dangereux surtout quand on passe d'une version majeure à une autre version majeure. C'est pour ça qu'on va restreindre les versions dans le Composer JSON. Normalement, les développeurs des dépendances devraient respecter la norme SAMVER et il ne devrait pas y avoir de problème. Il y a Flo qui nous dit qu'il y a des notifications de dépréciation, des suggestions de remplacement, c'est vrai. Et plus tôt on les remplace, mieux c'est. Notifications qui sont affichées lors de l'exécution d'un install ou d'un update par exemple. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... J'en vois une de Jérémy. Si tu mets une dépendance VCS dans ton composer JSON et que cette dépendance évolue, puis que tu fais un composer update, il se passe quoi? Bien, je pense qu'elle va se mettre à jour. Toi, tu as renseigné l'endroit où la récupérer. Si le repository a été mis à jour et que tu fais un update, je pense que là, la dernière version est récupérée. Est-ce qu'il y a un avantage à préciser packagist false sur le JSON? Alors oui, il y a certains cas où, notamment chez Orange,
on travaillait avec des composants qui étaient livrés par Orange et on ne voulait pas aller chercher sur Packagist ces composants-là, ça ne servait pas à grand-chose. Donc on précisait à Composer de ne pas les chercher sur Packagist, tout simplement. Et à l'inverse, on lui indiquait les répertoires où trouver les dépendances souhaitées. Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez encore, on y répondra sans doute plus tard. Moi, je vais maintenant laisser la parole à Julien pour sa présentation sur Soul. Et encore merci à tous de m'avoir écouté. Bon, je vais reprendre la main à Paul. Donc, ce soir, moi, je vais vous présenter un petit peu Swal. Donc, ça va être une première découverte. On va voir ça un peu. Alors, hop. Voilà, donc je me présente rapidement. Je m'appelle Julien Wimbert. Je vais entrer en février chez CGI en tant qu'architecte chez eux. Je suis coordinateur AFUP et puis je fais plein de choses. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn ou sur le Slack de Montpellier si vous avez envie d'en savoir plus sur moi. Alors, la première chose, c'est vraiment, il faut faire attention. Pour l'instant, j'ai commencé à regarder ce type d'outils qui sont assez particuliers dans l'écosystème PHP. Ce n'est pas ceux que l'on va mettre le plus en avant. C'est pour ça que voilà, moi c'est une première découverte que j'ai faite moi. J'avais envie de partager avec vous pour vous donner éventuellement envie d'aller en découvrir plus. Maintenant, je ne suis pas suffisamment avancé pour pouvoir être sûr à 100% de tout ce que je vais dire. Donc il y a peut-être des choses où je peux me tromper, ou des choses que j'aurais mal compris ou autre. Donc voilà. Donc je mets plein de guillemets à tout ce que je vais vous dire ce soir. Mais dans l'ensemble, je pense que ça pourra déjà vous pourrez déjà avoir une première impression sur l'outil et puis à vous de voir de votre côté si ça vaut le coup pour vous d'aller plus loin dans cette découverte. Alors, on va commencer un petit peu par le contexte. Comme chacun le sait, PHP, c'est le meilleur langage au monde. Bon, ou presque. Parce que par défaut, il est déjà fait pour le web, il a été vraiment pensé pour le web, donc ça c'est déjà un point assez positif quand on a cette volonté. Et aujourd'hui, les projets sont de plus en plus orientés vers le web, donc il va très bien s'adapter. C'est un langage qui est performant, avec un vrai modèle objet. Je ne parlerai pas de JS ou de Go pour ne pas citer et froisser certains. Il est relativement simple à déployer. Des points qui me semblent aussi assez intéressants, c'est qu'il a un écosystème cohérent. Vous allez dans d'autres langages, au final, chacun est en train de faire un petit peu sa vie dans son coin. Aujourd'hui, avec PHP, on se retrouve avec quelque chose qui est bien défini. On vient de faire une présentation avec Paul de Composer. Il n'y a qu'un seul système pour gérer les dépendances. Donc, ne serait-ce que ça, c'est déjà assez positif. Au final, aujourd'hui, on parle de plus en plus de serverless ou d'autres techniques du genre. Au final, PHP, il l'a inventé avant l'heure parce que quand on regarde les définitions de ce qu'est le serverless, PHP fait quasiment la même chose. Et un bon point aussi dans PHP et son écosystème, c'est qu'il évolue vraiment dans le bon sens. Ça va faire presque 20 ans que j'ai commencé à faire un peu de PHP. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des évolutions, à chaque fois, j'ai envie de me dire ah bah oui, c'est bien, c'est comme ça que je voulais le voir. Donc, pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est très positif. Alors,
malheureusement, je pense qu'il n'y a aucun langage qui n'est parfait. Et dans les inconvénients, pour moi, il va y en avoir essentiellement deux. Le premier, c'est qu'il a une gestion simpliste de la mémoire. Alors on verra après pourquoi. Et le deuxième problème, c'est qu'il a été pensé dans un contexte web, comment dire, pour faire des exécutions, excusez-moi, des exécutions prédictibles linéaires du code. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur cette notion de linéarité pour bien comprendre qu'est-ce que j'entends derrière. En fait, comment dire, un programme qui va être linéaire, c'est déjà un programme qui est simple, qui va être facile à concevoir. Donc c'est pour ça que bien souvent les programmes sont créés de manière linéaire. En fait, la particularité des programmations linéaires, c'est que à partir du moment où vous connaissez l'état des variables et à quel endroit vous êtes dans le code, ben vous savez exactement quelle est la prochaine ligne de code qui va être exécutée. Alors, même si on est dans de la programmation objet, même si on utilise des composants, par exemple, événements de Symfony, même si voilà, dans le code, dans notre façon d'exécuter le code est pas mal déporté et donc on va passer d'un fichier à un autre, au final, on sait toujours, on peut toujours savoir à quelle est la ligne suivante qui va être exécutée. Donc une programmation linéaire prédictive, c'est ça, c'est vraiment, on sait toujours qu'est-ce qui va se passer, on peut toujours savoir ce qui va se passer après. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que quelque chose qui ne va pas être prédictible? En fait, j'ai isolé essentiellement deux cas. La première, c'est quand le code va être soumis à des événements externes. Alors, le plus simple pour comprendre ça, c'est une interface utilisateur. Une interface utilisateur, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose où on ne sait jamais quand un utilisateur va cliquer, va créer un événement, et on ne sait jamais quel événement il va faire. Là, on est quelque chose qui n'est plus linéaire, qui est non prédictible. Donc voilà, en fait, c'est un événement externe qui va définir l'exécution du code. Le deuxième point qui peut rendre notre code non prédictible, c'est la mise en place de parallélisme. Donc souvent, on va parler de multithread. Donc qu'est-ce que c'est? C'est quand deux portions de code peuvent être exécutées en parallèle sans qu'il y ait forcément un lien entre les deux, mais qu'ils soient exécutés dans le même programme. Alors, des cas que l'on peut trouver, c'est par exemple sur de l'encodage vidéo. Comment on fait pour accélérer l'encodage? On crée plusieurs threads qui généralement vont s'exécuter sur des processeurs différents, puisque maintenant, quasiment tous les processeurs sont multicore. Et donc, il va utiliser l'ensemble des corps pour s'exécuter. Donc, il va s'exécuter en parallèle, c'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs instances de notre code qui tournent en même temps dans le même programme, mais potentiellement à des endroits différents, à des stades différents. Donc, on ne sait plus exactement qu'est-ce qui est exécuté à un moment donné. Alors, pourquoi je considère que ce sont deux points noirs dans Symfony, non, dans PHP? En fait, c'est pour des raisons toutes simples qui sont liées à la construction de PHP lui-même. Pourquoi là en mémoire, pourquoi je considère qu'il y a des problèmes en mémoire? C'est tout simplement parce que dans 100 millisecondes, la mémoire sera libérée. Et donc, PHP n'a pas besoin d'avoir une gestion complexe de la mémoire. Et donc, alors maintenant, ça s'est pas mal amélioré, mais dans les versions 5, il pouvait y avoir des fuites de mémoire, des problèmes comme ça. Mais au final, ça ne posait pas trop de problèmes. La gestion de la mémoire a été le plus simple possible afin que le code soit le plus rapide possible, car de toute façon, dès que le script était fini, toute la mémoire était libérée. Et pourquoi il ne gérait pas, il ne faisait que de la gestion linéaire?
Tout simplement parce que PHP a été conçu dans une optique web, et en fait, toute la partie complexe de cette gestion de parallélisme était déportée vers le couple serveur-navigateur. Donc c'était le serveur et le navigateur qui allaient gérer le multithread des événements et tout ce qui allait avoir avec. Mais au final, ces deux points restent des éléments comment dire, qui font perdre un petit peu d'intérêt à PHP et qui peuvent nous gêner dans la création d'applications un peu plus complexes qui vont durer plus longtemps. Si vous voulez faire un code qui va durer pendant 24 heures, qui va faire des traitements lourds en parallèle, il y a plein d'éléments comme ça où PHP n'est pas le meilleur langage et où d'autres solutions sont plus adaptées. Donc on va en regarder quelques-unes. Alors la première que j'avais pu découvrir, c'était Pthread. Alors c'était créé par a priori, si j'ai bien compris, c'était créé par quelqu'un qui travaillait vraiment sur le noyau de PHP, donc qui connaissait quand même bien les choses. C'était assez intéressant. Par contre, quand j'ai commencé à l'essayer, pour moi, ça a été une catastrophe parce que c'était vraiment de la bidouille et on se retrouvait avec des choses complètement bizarres. Ou par exemple, si je créais un objet et que dans mon objet, je mettais des variables, alors les variables, il n'y a pas de souci. Dans chaque thread, elles étaient gérées de manière séparée. Par contre, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai utilisé Pthread, si mes variables correspondaient à des ressources, alors qu'est-ce que c'est qu'une ressource? C'est par exemple une connexion à une base de données. Mais en fait, dans mes différents threads, dans ce cas-là, dans les variables, ça merdait, ça plantait, il n'arrivait pas à gérer les ressources, il les partageait et puis ça faisait tout planter. Alors le pourquoi de la chose, j'en sais rien du tout, j'ai pas compris pourquoi ça plantait. Et en regardant, il nous disait qu'il fallait le mettre dans des variables statiques. Alors une variable statique, en fait, elle est gérée au niveau de la classe, donc elle est partagée entre toutes les instances. Mais quand c'est une variable statique sur une ressource avec Pthread, et entre chaque thread, ils étaient différents. C'était un micmac incompréhensible, donc j'ai très vite abandonné cette solution. Ensuite, alors j'avais regardé un petit peu, mais j'ai jamais vraiment fait de test. J'ai vu qu'il y avait une solution qui s'appelle React PHP. Alors, pour faire simple, c'est vraiment orienté événement. Globalement, ils cherchent à simuler le moteur de JavaScript. Ça veut dire que tout s'exécute dans un seul thread, mais à certains moments, ils donnent la possibilité d'avoir des coupures et d'exécuter d'autres événements qui pourraient arriver. Donc, ça permet, par exemple, de mettre en mode événementiel des connexions aux bases de données ou des requêtes sur Internet. Et comme ça, pendant qu'il est en train de faire sa requête SQL ou qu'il est en train de faire sa requête sur le web, il a le temps d'exécuter un autre code. Et puis, dès que la réponse est arrivée, il va reprendre la main dessus. Alors, cette solution, elle est valable justement que sur la partie événement. Donc, tout ce qui est la partie mémoire, au final, ça ne change rien du tout. Voilà, ça permet de gérer des événements, mais on ne gère pas de multithread pour autant. Et puis, on a le même problème qu'en JS, étant donné qu'il n'y a pas de multithread. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est vraiment bloqué à un endroit, ça bloque l'application complète et donc le reste du code ne peut pas s'exécuter. Donc voilà, donc pour moi, c'est une solution qui ne m'intéressait pas trop, donc je ne suis pas allé plus loin pour la découvrir. Alors, une solution un peu plus récente, c'est dans Symfony, ils ont mis en place un composant Messenger. Alors, l'idée, si j'ai bien compris, c'est en fait de pouvoir créer un message qui va pouvoir être envoyé sur un serveur, par exemple un RabbitMQ, donc il va gérer un pool, et derrière, il va y avoir des workers qui vont être à l'écoute de ces messages, et donc ils vont pouvoir exécuter ces messages. Alors pour l'aspect mémoire, on reste toujours sur du PHP. Par contre,
je pense qu'on a des solutions pour éviter des problèmes, puisque les workers, on peut, comment dire, une fois qu'ils ont fait leur exécution, éventuellement, on peut leur demander de se tuer. Parce qu'il y a un superviseur qui, s'il y a un worker qui est mort, va en relancer un autre. Donc je pense qu'on a des solutions pour gérer de ce côté-là s'il y a des problèmes. Alors du multithread, en fait, oui et non. C'est pas un vrai multithread. Ça veut dire qu'on ne peut pas profiter de tout ce que l'on peut faire avec un multithread. Par contre, étant donné avec les workers, on peut en avoir plusieurs. On peut s'approcher d'un fonctionnement où on aurait quelque chose qui s'approche d'un multithread et de l'événement. Au final, il se base sur un système quand même événementiel. Donc, c'est pas vraiment du natif, mais on peut vraiment jouer, avoir quelque chose qui va y ressembler, voire même si je ne me trompe pas, on doit pouvoir associer React PHP et Symfony si on veut vraiment une notion événementielle, asynchrone, un peu plus fort. Donc je pense, avec ça, on a de quoi, s'amuser. Alors moi, c'est pas forcément, c'est pas cette solution-là que j'avais eu envie qui m'avait tapé de l'œil et que j'avais envie de regarder. En fait, il y a quelques temps, j'avais vu un petit message passer qui parlait de Swall et j'avais commencé à regarder et en fait, leur solution me semblait intéressante. Donc voilà, ce mois-ci, j'avais un petit peu de temps, donc quand je m'ennuyais, j'ai fait quelques tests. Et je voulais un peu partager ça avec vous ce soir. Donc, Swall, alors a priori, co.uk, malheureusement, c'est chez les Anglais. Bon, voilà. Alors, en fait, Swall va avoir plusieurs caractéristiques. Donc, il y a déjà une partie, si j'ai bien compris, qu'ils appellent co-routing, qui reprend un petit peu les principes qu'on avait vus dans React PHP. Donc, pour avoir vraiment un côté événementiel asynchrone dans notre application, une grosse différence par rapport à React PHP, c'est que React PHP était écrit en PHP. Donc, c'était vraiment en fait une surcouche à PHP pour pouvoir exécuter notre application. Que là, Swall est écrit en C++ et il vient vraiment se greffer à PHP. Donc, on a une solution qui est plus de bas niveau et qui normalement devrait déjà être plus performante que React PHP pour gérer ça. Mais surtout, dans Swall, ils ont ajouté une vraie couche multithread. Alors, pour aller un peu plus loin, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai fait vous montrer un peu ce que j'ai travaillé. En fait, j'ai fait quelques exemples et puis je vais vous les présenter. Comme ça permettra de voir quelques cas d'utilisation, voir certaines particularités. Donc, on va regarder ça. Donc, le premier exemple que je vais vous présenter, c'est juste un Hello World. Donc, rien d'extraordinaire. Alors, une particularité de Swall, c'est qu'il ne tourne que sous Linux. Donc, étant donné que moi, je travaille sous Windows, j'ai été obligé de le lancer sur Docker. Mais ça tombe bien parce qu'il y a des images officielles de Swall. J'ai même pris une image en 8.0. On a juste à indiquer la commande où se trouve le fichier. Alors, dans mon cas, il y a un port dans cet exemple-là, donc je l'ai défini. Et là, on va voir donc, le code. Donc là, ça va être un serveur que je vais créer. Et je vais en fait attacher à ce serveur deux événements. Donc le premier, c'est Start. Quand il va démarrer, il va nous écrire un message qui indiquera comment tester le serveur. Et quand il reçoit une requête, il va renvoyer un Hello World. Donc vous voyez, c'est vraiment l'exemple basique. Donc on va lancer Docker à ce niveau-là. Voilà, donc là, il a démarré. Et voilà, donc Hello World, donc vous voyez, il a répondu. Donc on est... Il y a des fenêtres qui vont s'ouvrir.
Voilà, donc donc c'est vraiment l'exemple basique. On est en mode de serveur, ça veut dire qu'il ne le fait que quand il a vraiment démarré le serveur, et ça, il le lance dès qu'il reçoit une requête. Donc voici donc là, c'est vraiment l'exemple basique. Ensuite, j'ai commencé à essayer de faire d'autres tests. Hop, on va essayer de supprimer ça. Voilà, donc j'ai fait d'autres tests, j'ai essayé de l'associer à Symfony en mode console, des commandes, histoire de voir un peu comment ça fonctionnait. Donc on va en voir quelques-unes. Donc la première, c'est la reprise du Hello World. Donc rien d'extraordinaire. C'est la même chose, mais dans un cas, dans un composant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Forcément, il faut qu'il y ait des problèmes. Non, c'est pas ça que je veux. Docker, composer le Word. C'est lui qui doit être toujours ouvert. Soit le démon. Ok. Voilà. Et forcément. Voilà. Ok, comment is not defined. Ah, c'est tiré, d'accord, ok. Forcément, c'est l'exemple le plus simple que j'ai pas relancé, persuadé qu'il allait fonctionner. Et voilà, donc là, le serveur fonctionne. Et si je copie le lien, alors c'est... Et voilà, donc ça fonctionne. Donc voilà, donc un exemple tout simple. On va aller sur des exemples un peu plus avancés qui vont nous permettre cette fois-ci vraiment de comprendre l'exécution. Donc voilà, donc là, c'est un premier exemple qui va utiliser les coroutines. Donc, qu'est-ce que je fais? En fait, la première chose que je fais, c'est qu'il faut que je crée ce qu'on pourrait appeler un contexte d'exécution de coroutine. Ça veut dire que cette commande, le run, en fait, va se finir quand deux choses vont se produire. La première, c'est qu'il a fini l'exécution intégrale de la fonction. Et la deuxième chose, c'est que toutes les coroutines que je vais lancer dans ce coroutine run soient finies. Et donc uniquement quand tout ça est fini, il va quitter la fonction et il va aller rentrer ici dans mon echo end. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste créer 10 coroutines. Donc pour créer les coroutines, c'est juste go. On crée une fonction. Alors moi j'ai juste passé mon i pour pouvoir l'afficher. Il y a un petit slip en random 1 à 2 secondes. Rien d'extraordinaire. On a fini celle-ci. On va l'exécuter. Et voilà, donc il commence. Il va d'abord créer, il va rentrer dans la boucle for, il va créer 10 instances. Mais on voit que les instances ne se finissent pas, il ne passe pas dans le end tout de suite. En fait, une fois qu'il l'a créé, elle va juste commencer à s'exécuter. Donc, elle va juste s'endormir. Et quand elle a fini, elle se libère et donc elle peut écrire le echo. La différence, c'est que comme ça s'exécute de manière asynchrone, chacune peut s'exécuter se finir à n'importe quel moment. Elles ne se finissent pas forcément dans l'ordre dans lequel je les ai créées.
Donc, on voit que ça puisse s'exécuter de manière asynchrone. Le résultat est vraiment arrivé de manière asynchrone. Hop. Exemple suivant, on va regarder cette fois-ci de rentrer un petit peu plus dans les threads. Donc là, c'est un exemple un tout petit peu plus complexe. Donc en fait, je vais créer une dizaine de threads et chacun va juste en fait attendre entre 1 et 10 secondes. Alors, je vais changer peut-être un petit peu le temps. 1 et 5 secondes, ça sera plus rapide à s'exécuter. Donc là, c'est un petit peu différent parce que les coroutines, il fallait créer un contexte et on ne pouvait s'exécuter que dans ce contexte. Et dès qu'on l'a lancé, on l'a créé tout de suite. Avec les threads, en fait, il y a 2 étapes. D'abord, on va créer un process. Donc chez eux, ils appellent ça des process. Donc je crée le process. Une fois qu'il est créé, rien ne se passe. Une fois que je l'ai créé, je vais le démarrer à la main. Alors, si on rentre dans la documentation sur le site de Swell, on va voir qu'en fait, il y a plein d'actions que l'on peut faire. On peut les tuer, on peut envoyer des messages, on peut les mettre en pause. Alors, start exit vrai, close exit, wait, voilà. Il y a pas mal d'actions qu'on va pouvoir faire dessus. Donc moi, pour l'instant, j'en ai fait que 2, un start et un wait. Donc je le démarre, je le stocke dans un tableau. J'écris comme quoi le process a été créé et exécuté. Et une fois que j'ai fini, alors je vais juste regarder en fait, attendre que les threads soient finis. Donc je vais juste, comme je les ai mis dans un tableau, après je vais les supprimer dès qu'elles sont finies. Et donc je vais regarder s'il y a encore des lignes dans mon tableau. Je vais lancer une commande qui s'appelle process wait. Ça veut dire que je vais attendre qu'un process fasse quelque chose. Donc ça peut être le process qui m'envoie une information, ça peut être un process qui se finit, quelle que soit l'action, voilà, il attend qu'il se passe quelque chose. Et une fois qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a fini, bah, je vais juste... Alors, dans mon code, il est très simple, il ne fait que attendre, il ne fait rien d'autre. Donc, dès qu'il a fini de s'exécuter, bah, je libère le process de mon tableau et puis j'écris qu'il s'est fini. Donc, on va aller exécuter. Donc voilà, donc ce que l'on voit, bah, ils se sont tous créés. Et une fois qu'ils se sont finis de créer, ils vont se libérer, mais pas forcément dans le même ordre, puisqu'on voit ici que le premier, le 18, bah, c'est quasiment libéré dans les derniers. Donc, pour l'instant, entre coroutine et thread, c'est vrai que là, sur mon exemple, c'est à peu près la même chose. Parce qu'au final, je ne fais pas grand-chose. La seule différence qu'on a pu voir, en fait, c'est que quand je faisais des coroutines, j'affichais un i, parce qu'en fait, chaque coroutine n'a pas forcément de données personnelles, que là, j'ai récupéré en fait ce qu'on appelle un PID. Donc, en fait, c'est un identifiant du process, ce qui montre bien que ce sont des process différentes. Et en fait, avec ce PID, potentiellement, on peut réinterroger pour savoir sur quel process on est. Si on a des événements qui arrivent, on peut savoir de quel événement on parle, et ainsi de suite. Donc, c'est juste un peu plus d'informations. On va se lancer maintenant sur d'autres tests où on va regarder cette fois-ci un petit peu la partie mémoire. Donc là, un deuxième test qui concerne toujours les threads. Alors, globalement, c'est le même principe. Je suis parti d'un copier-coller où donc je vais faire un for pour créer mes process et les démarrer. Et ensuite, quand j'ai des événements, je vais le libérer. La seule différence, c'est qu'en fait, dans le process lui-même, au lieu de juste faire
un slip. Où est-ce que j'ai vu que je faisais le slip? Je le vois plus, c'est pas grave. Voilà, le slip ici. Au lieu de juste faire un slip, je vais en fait faire des boucles où je vais créer en fait, je vais remplir de la mémoire. Donc ça sert absolument à rien. C'est pas le but. C'est pas que ça fasse quelque chose. C'est juste que ça consomme de la mémoire que je ne libère pas directement. Et donc une fois qu'il a fini de consommer la mémoire, bah, je vais stocker, je vais écrire la mémoire que le process a utilisée. Et quand il aura fini, je vais en plus ajouter la mémoire que j'appelais du parent, donc c'est-à-dire du thread principal. Donc il va y avoir un thread principal qui va lancer une dizaine de threads secondaires, et à chaque fois, donc, je vais regarder la mémoire du thread secondaire et du thread principal. Donc, on va lancer ce petit exemple. Voilà, donc là, il a juste créé, donc c'est les premières lignes où je dis ce qu'il crée avec les paramètres. Et donc là, maintenant, il va me libérer les choses. Et donc, ce qu'on voit ici, la mémoire de chaque thread est différente. Il y en a où il a utilisé 13 mégas de mémoire, d'autres 40, 44, 56. Il va jusqu'à 91 mégas de mémoire. Alors, pourquoi ils sont... Alors là, c'est vrai que c'est assez particulier parce que j'ai baissé les timers pour que ça soit plus rapide. Donc au final, ils se sont un peu tous exécutés en même temps et donc il n'y a quasiment que la partie mémoire qui a été différente. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle est croissante. Mais en fait, elle est différente de chaque process. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, sur le process parent, on voit que c'est toujours la même quantité de mémoire qui est fait. Donc on voit en fait que maintenant, chaque process utilise à son propre contexte mémoire et ne va plus interagir avec celui de son voisin. Donc on peut lancer un process qui va consommer énormément de mémoire. Ça n'aura aucun impact sur le process principal ou d'autres process. On va voir la même chose en mode coroutine. Donc j'ai repris mon exemple, mais avec cet ajout où je consomme de la mémoire pour rien. Hop. On va lancer. On lance l'exemple. Donc il signalise, chacun va consommer sa propre mémoire. Et là, en fait, ce que l'on remarque, c'est que chacun va utiliser exactement la même quantité de mémoire, puisqu'en fait, on n'est que dans un seul process, et donc la mémoire est partagée. Donc, comme tous s'exécutent en même temps, ils ont tous consommé leur mémoire avant que je l'affiche, en sachant que aussi une différence, c'est que avec les threads, j'avais utilisé le get memory usage, donc c'était la mémoire courante, alors qu'ici, j'ai mis le pic de mémoire. Donc, étant donné que je les exécutais pas forcément au même moment, je voulais pas qu'il y ait des différences simplement parce qu'il avait déjà libéré la mémoire avant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre les pics. Donc, on voit qu'ils ont tous le même pic parce qu'ils se partagent tous la même mémoire, alors que chacun avait des quantités différentes. Et voire même pour la petite anecdote, quand j'ai fait mes tests, en fait, je me suis retrouvé avec un petit problème parce que en faisant le deuxième test, je me suis retrouvé avec un dépassement de mémoire parce que j'avais fait mon nombre fois 100. Non, dans le premier cas, j'avais fait fois 1000 et donc j'avais gardé la même chose. Et en fait, fois 1000, ça consommait 10 fois plus de mémoire. Donc, il avait plus de 500 mégas en tout de mémoire consommée. Et ça faisait sauter mon PHP. Ça dépassait la limite de mémoire de PHP.
Et donc, j'ai été obligé de la descendre. Ce qui montre bien qu'elle était partagée, alors que ici, dans le premier exemple, ça ne posait aucun problème. Chacun avait, comment dire, sa quantité de mémoire. Il y en avait plusieurs qui avaient 90, donc chacun avait son propre contexte de mémoire. Et un dernier petit exemple pour finir cette présentation. Alors, non, c'est celui-là. Alors là, bon, j'avais mis ça dans un contexte Symfony. Au final, j'aurais pu faire tous les tests précédents sans être dans un contexte Symfony. C'est juste que voilà, j'ai essayé plein de choses, donc j'avais commencé à regarder. Et en fait, je voulais voir un petit peu comment il se comportait quand on fait des process. Et en fait, la particularité, c'est que j'ai voulu injecter un service à mon process. Donc, j'ai récupéré un service qui a un nom vraiment particulier. En fait, ce service ne fait rien du tout, si ce n'est au moment de la construction, il génère une chaîne unique. Et il la stocke et après, on peut juste la récupérer. Donc, il n'y a pas, comment dire, le but, c'est pas qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire, c'est juste un service et je veux récupérer une chaîne qui sera unique pour chaque instance de ce service. Et donc, je vais créer une dizaine de process. Et en fait, pour chaque process, je vais écrire son PID et une valeur qui est cette valeur aléatoire qui a été créée au moment de la création du service. Et en fait, ce qui est important de voir, c'est que le service est créé en dehors du process. C'est-à-dire que je crée mon service et ensuite je lance des services auxquels je crée des process auxquels je passe mon service pour pouvoir récupérer cette valeur. Donc, c'était pour voir justement, comme il y a plusieurs threads, comment chacun va se comporter avec les objets. Donc là, on va le lancer. Voilà, et donc là, on voit quelque chose qui est assez particulier, c'est qu'en fait, on voit que chaque process normalement est totalement indépendant, pourtant, chaque process va renvoyer exactement le même numéro dans le service. Donc là, on voit qu'il se finit par 47, je vais le relancer une nouvelle fois, donc pour bien montrer que c'est aléatoire. Donc vous voyez, là, je l'ai relancé, c'est un autre nombre, donc à chaque fois que je le lance, il génère bien un nombre aléatoire, il n'y a pas de souci, sauf que comme il est généré à l'extérieur, chacun a le même. En fait, ce qui se passe, alors si j'ai bien compris, ce que fait Swall quand on lui dit de créer un process, c'est en fait, il va faire un fork du process en cours. Donc, il va vraiment le dupliquer et il va le dupliquer avec toutes les valeurs courantes. Donc, en fait, il a dupliqué mon service et ensuite il a pu afficher, donc il avait dupliqué la valeur. C'est pour ça que chaque service a la même valeur. Alors pourquoi j'avais fait ça et éventuellement ça peut poser problème? En fait, c'est en fonction du type de service que l'on passe. Parce que pour certains services, ça peut être assez pratique. Ça veut dire qu'on l'initialise une fois et ensuite on n'a plus qu'à l'utiliser. Ça peut être pratique. Par contre, des services qui font référence à des ressources, par exemple, si on veut récupérer une instance de Doctrine, alors pour l'instant, je n'ai pas fait de test, mais à mon avis, je pense que ça va poser problème parce que la connexion avec Doctrine, je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir la partager entre tout le monde. Donc il y a des tests à faire, mais je pense que ça a un avantage en termes de performance puisqu'il a juste à dupliquer des bouts de mémoire pour avoir un nouveau process. Par contre, en termes de contenu, ça peut poser problème. Donc voilà un peu quelques tests que j'ai pu réaliser. Donc si ça vous intéresse, moi je vous invite fortement à aller voir la documentation. Il y a pas mal d'autres exemples. On peut faire des coroutines
sur des serveurs web, c'est ce que j'avais fait, mais on peut aller faire des serveurs de sockets. Si on veut par exemple demain faire des WebSockets en PHP, je pense que ce genre de solution sera parfait pour gérer ça. On peut aller faire, voilà, là c'était les serveurs, on peut aller faire des coroutines sur MySQL, Postgres, Redis. Voilà, donc il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire avec Swall. Je pense que c'est vraiment quelque chose à découvrir. Est-ce que je le vois ici? Non. Après, a priori, on peut aussi gérer en fait comment dire, avec ces comment dire, ce multiprocessing et des serveurs comment dire, HTTP, on peut envisager de faire vraiment des serveurs, comment dire, vraiment un serveur web avec. Donc, il va y avoir un serveur qui va être à l'écoute et dès qu'il a écouté, bah, il va dupliquer il va créer un nouveau process avec les éléments actuels et le renvoyer. On peut envisager de faire des serveurs Redis, MQTT, du RabbitMQ, des trucs comme ça pour justement vraiment avoir des notions de worker, en créer plusieurs qui soient à l'écoute. Normalement, il y a des superviseurs, donc comme ça, quand il y a un des process qui plante, ça le relance. Donc là, j'ai justement échangé avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait que ça faisait vraiment déjà plusieurs années qu'il l'utilisait et qu'il l'utilise de plus en plus et que c'était vraiment très stable. Donc, voilà pour ma présentation. Donc, je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions apparemment. Il n'y a pas de questions. J'ai été aussi clair que ça ou je vous ai tous endormis au choix? Alors, a priori, là, je vois une question. Est-ce que tu Il y as a un une question exemple qui vient d'apparaître sur... Ouais. Donc, est-ce que tu as un exemple concret sur un cas d'utilisation de Swall dans un contexte pro? Concret, non. Personnellement, voilà, j'ai découvert il y a juste quelques mois, mais c'était sur Internet, donc j'ai pas forcément d'exemples concrets que j'ai pu vivre. Après, moi, les cas que je peux où j'imagine pouvoir l'utiliser, en fait, c'est dès qu'on va commencer justement à vouloir faire quelque chose qui sort un petit peu d'un contexte web. On pourrait envisager, par exemple, de faire un cron avec qui doit traiter pas mal de données. Je pense aussi que ça peut être très efficace pour gérer un peu des workers, donc des bouts de code qui vont être en attente de recevoir quelque chose pour faire une exécution. Je pense que ça peut être plus performant que de faire ça en PHP, parce que si on le fait en PHP, par exemple en natif, en étant vraiment en attente, on va se retrouver avec du code qui va être assez long à exécuter, qui est pas forcément, avec un PHP qui n'est pas forcément prévu pour. La Swall est vraiment prévu dans ce contexte et on peut voilà, le créer, on le met en attente. Dès qu'il reçoit quelque chose, on l'exécute dans un process différent. Comme ça, il a son contexte mémoire et il ne va pas perturber la mémoire du thread principal et puis il se tue à la fin. On peut en créer qui soit à l'écoute de serveurs de messages ou autres. Moi, je sais que je vais commencer à regarder Swall parce que j'aimerais me faire un serveur de domotique chez moi. Et j'ai des besoins parce que j'ai acheté une clé pour faire une gateway
Zigbee, mais elle travaille en très bas niveau, et donc je dois recevoir toutes les trames, les traiter, et puis envoyer moi des commandes. Bah, je pensais utiliser ça pour faire un serveur, recevoir ces trames-là et me refaire aussi un serveur web. Donc, en plus, l'avantage aussi, c'est que si on regarde les exemples, en fait, là, moi, j'ai fait des exemples simples. Ça veut dire que je bouclais sur toujours le même process. Mais on peut très bien envisager de boucler et de créer plusieurs process différents. Donc, ça veut dire qu'on peut, par exemple, créer un process qui va faire un serveur web pour avoir un serveur d'API et qui va recevoir des requêtes d'API, et puis un autre serveur qui va recevoir des requêtes, dans mon cas de ma passerelle Zigbee. On peut vraiment on peut envisager des applications beaucoup plus complexes que ce que l'on pourrait faire avec un PHP qui est assez linéaire. Pour moi, PHP, le simple, est fait pour mourir dans 100 millisecondes. Je pense que c'est un des langages qui est le plus performant à ce niveau-là. On est dans un contexte web, on ne sait pas quand ça va appeler. On a déjà des outils qui permettent de gérer, gérer les requêtes et tout. PHP, il se lance, il s'exécute, il meurt à la fin. Voilà. Dans ce contexte-là, il est très bien. Sauf que des fois, on a un besoin d'avoir des applications un peu plus grosses, un peu plus complexes. Moi, je sais que quand j'ai commencé ma carrière, je faisais Delphi et PHP. Donc Delphi pour des applications et PHP pour le web. Et c'est vrai que en Delphi, j'utilisais assez régulièrement les threads, et dans le PHP, ça me manquait toujours un petit peu, et c'est vrai qu'avec ça, on a vraiment la possibilité de le faire. Alors, tu l'as découvert par hasard ou en cherchant pour répondre à un besoin donné? Je l'ai découvert en fait tout à fait par hasard. Le pthread, c'était déjà il y a 4-5 ans où j'avais cherché réellement à ce moment-là, et je l'avais trouvé et ça ne me convenait pas. Mais en fait là, c'est juste que je suis abonné aux lettres à la newsletter de la FUP, et qui indique justement des liens qui peuvent être intéressants. Et en fait, dans un des liens qu'il y avait, il parlait de ça. Et comme c'était un besoin que j'avais toujours en tête, une envie que j'avais en tête, dès que j'ai vu dessus, j'ai sauté, je me le suis mis en favori, et quand j'ai eu le temps, j'ai commencé à regarder dessus. Voilà. Donc, d'autres questions sur le sujet? Bon, a priori, moi, là, je vois pas d'autres questions qui arrivent. Donc, éventuellement, moi, ce que je propose, c'est que il y a le Slido qui est présent. L'avantage, c'est qu'il garde vraiment les questions. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, elles seront toujours présentes. Et donc, s'il y a des nouvelles questions, je répondrai directement sur Meetup au sujet. Je pense que Paul pourra en faire de même. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir. Bon, ils ont été sages. Voilà, il est 20h30. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin à cette soirée. Donc, je remercie tous ceux qui sont intervenus, et tous ceux qui nous ont regardés, posé des questions. Donc, un rappel, si vous avez envie de participer comme moi, faire découvrir, vous voyez, vous n'avez pas forcément il n'y a pas, 1, 2, 3, il n'y a pas forcément besoin d'être spécialiste sur un sujet, mais vous venez de découvrir quelque chose, on peut le partager ensemble, et peut-être que ça permettra de faire découvrir quelque chose à d'autres. Et donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et de toute façon, nous, de notre côté, si vous avez besoin, on peut aussi vous aider à préparer, à réviser pour faire des présentations. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.